Donc, ce choix-là est un mauvais choix parce que les sites d'entraînement que j'ai choisis sont pris à cheval sur deux classes. Et l'histogramme nous le prouve puisque j'ai deux pics. Donc, deux valeurs d'unité. Donc, ce qu'il faut faire, c'est choisir dans des pixels homogènes et vérifier qu'effectivement l'histogramme a cette allure. Maintenant, on dit combien? C'est ça, non, mon ami. Faites attention. Combien de pixels choisir? Dire qu'on en a choisi assez que statistiquement c'est bon. Bon, il y a plusieurs réponses. Là, maintenant, en termes de nombre de pixels et en termes de précision de précision des résultats, ce que les gars constatent, c'est que nombre minimum 250. Que même déjà arrivé, parce que la précision là, elle diminue, mais à un moment donné, elle n'augmente plus tellement. Hein? Oui, ça a l'air ici de diminuer, mais après, ça se stabilise plus ou moins. Même chose pour ici. Ça se stabilise. Donc, c'est en ce sens qu'ils ont dit que pour avoir une précision à peu près correcte, il faut un nombre minimum de pixels de 250. Mais, comme j'ai expliqué là, tu es limité même par ton image parfois. Les pixels même, la classe même que tu veux identifier là, elle a moins de 250 pixels. Pour dire même l'échantillon, même tu vas le prendre 250. Ce n'est pas possible. Donc, l'autre école, c'est que au lieu de réfléchir en termes de nombre de pixels, il faut réfléchir en termes de nombre de canaux. Combien de canaux mon image a? Et en fonction de ça, voilà le nombre minimum. Donc, le nombre de pixels doit être compris en dizaines et 100 L. C'est-à-dire, si par exemple mon image a 3 canaux, donc je dois choisir en 30 pixels et 300 pixels. Voilà le nombre minimum que je dois avoir. Si mon image a 4 canaux, mais si mon image a 4 canaux, je dois avoir au moins 40, entre 40 et 400 pixels. Cette école est quand même plus viable que celle qui dit 250. Parce que 250, là, ce n'est pas toujours vrai. Déjà, les canaux là même, sont limités, mais ça, c'est plus viable suivant les images qu'on a de celle. D'accord? Donc, oui. Les canaux d'acquisition de ton image que tu vas afficher. Quand tu vas afficher ton image, pendant que tu as 3 canaux. OK? RGB. D'accord? L'image que tu acquises, elle peut être sur plusieurs canaux, mais dans l'affichage, tu n'auras que 3. C'est par rapport à ça. Donc, par exemple, un exemple. Donc, ici, ils avaient identifié 3 classes. Ceux qui ont fait ce travail-là, ils avaient 3 classes. 1, 2, 3. Pour la première classe, ils ont utilisé 103 pixels comme pixels d'entraînement. Pour la deuxième, 152 et la troisième, 49. D'accord? Donc, c'est dans la dernière qu'ils ont pris moins de pixels. Hein? En termes de précision, celui ils ont pris 102, ils ont 84 et 3 pixels. Celui ils ont pris de 152, donc le plus, ils ont 80%. Et celui ils ont pris le moins, ils ont 89. Donc, la précision a l'air d'être plus importante pour celui pour lequel ils ont pris le moins de pixels. C'est ça, non? 89 est plus grand que 80 et 84. Et celui ils ont pris le plus de pixels, la précision est la moindre. C'est ça, non? 80 est plus petit que 84 et 89. D'accord? Mais en termes, comme on vous dit, d'intervalle de confiance, 76
moins 90. Ça fait 14. 73 moins 85. Ça fait 79 moins 81. Ça fait 6. Donc, je vois que mon intervalle de confiance est meilleur pour celui-là et le moins pour celui-là. C'est vrai que ma précision est meilleure, mais ma confiance est moins. Oui. Je voudrais savoir, l'intervalle de confiance, on le calcule sur la base. Est-ce qu'il y a une formule? Non. C'est dans leurs résultats, ils ont regardé les valeurs dans les différentes précisions qu'ils avaient par rapport à tout ce qui correspondait à la classe 1. Quelle est la précision la plus petite, quelle est la précision la plus grande. Et c'est ça. Donc, on peut avoir une bonne précision, mais il faut avoir confiance dans la précision nominale. D'accord? Quand vous avez plusieurs enfants, chacun vient et raconte son mensonge. Il y a un qui raconte mieux que l'autre, mais vous, de votre connaissance de l'enfant, vous savez dans lequel vous devez avoir plus confiance que l'autre. Ou bien, chacun vient et raconte. Et celui-là, ça se tient, celui-là, ça se tient, mais celui-là est le plus gros menteur. Donc, lui, là, son affaire, là, je ne prends pas ça en compte. Même si ça a l'air plus crédible, mais c'est le plus gros menteur dans l'histoire. Donc, je préfère croire celui-là qui ne m'a pas l'air crédible, mais lui, au moins, il ne ment jamais. Donc, pour lui, la chose. D'accord? Donc, souvent, il faut savoir jauger les résultats comme ça. Voilà un exemple d'image où les chercheurs ont pris différents sites d'entraînement. Donc, en rouge, c'était la classe O. Vous voyez, ils ont l'eau ici. Et ils ont choisi différents sites d'entraînement. Vraiment, on les prend de façon aléatoire sur l'espace où se trouvent nos classes. Les arbres. Voilà. Vous voyez, ils ont pris un peu partout. C'est-à-dire qu'il faut prendre vraiment un peu partout de sorte à ce que la valeur moyenne du niveau de gris correspondant à cette classe-là soit vraiment le maximum d'échantillons. Parce que si vous ne prenez que dans un seul point, vous êtes limité. Parce que le niveau de gris, ça tourne autour de valeurs différentes. Le sable, il y en a, il a pris. Est-ce qu'on trouve le vert, il n'a pas pris. Tu vois, là, le sable, il a pris ça ici. Tellement il est limité. Les routes. Le bleu foncé, là, correspond. Il y a une classe qui montre le bleu foncé. Où ça? Oui, mais son nom. Dans la légende, je ne le vois pas. Je vois le bleu ciel qui est route, mais ce bleu foncé là, il manque dans la légende. Il faut que je le rajoute. Non, le sable est là. Le sable, c'est en vert. C'est sur la plage ici. Le sable, c'est la mer, ou faible végétation peut-être, ou terrain, parce que c'est vraiment concentré ici. Donc, pour les différents, voilà une autre image où ils ont pris différents sites d'entraînement et ils montrent les histogrammes pour chacun de ces sites. Donc, par exemple, celui-là, voilà son pic, celui-là, voilà son pic. Les pics sont vraiment distincts les uns des autres. Donc, les classes, a priori, ne se chevauchent pas. Donc, elles sont vraiment distinctes. Ça pourrait être bon. Okay? Un pic ici, un pic est là, un pic est là. Les pics ne se retrouvent. Il y en a les différents échantillons qui ont été pris. Donc, par exemple, le bleu, là, il a pris ici, il a pris ici. Le rose, il a pris. Vraiment, on les prend de façon un peu dispersée sur l'image. Il ne faut pas les concentrer. À moins, comme je dis, que la classe que vous voulez identifier n'est qu'à un seul endroit. Là. Construire des signatures spectrales. OK. Donc, une fois que vous avez choisi vos sites d'entraînement, pour tous les sites d'entraînement, les N sites d'entraînement que vous avez pris, le logiciel fait une moyenne des niveaux du prix. Et celui qui travaille en statistique, le logiciel, l'ordinateur, c'est un calculateur. Donc, lui, c'est des statistiques. Donc, la valeur moyenne de niveau de grille des différents échantillons que vous avez pris va correspondre à la classe que vous avez identifiée. Et c'est ça qui va être va représenter la signature spectrale de la classe.
Une fois que vous avez généré la signature spectrale de la classe, il va falloir vérifier ce qu'on appelle la séparabilité des classes, c'est-à-dire vraiment la distinction des classes, le fait que les classes soient distinctes les unes des autres. Vraiment qu'elles se chevauchent pas. 3 paramètres permettent de vérifier la séparabilité des classes. La distance euclidienne, la divergence transformée et la distance de Jeffreys-Matsushita ou Bakatakia. D'accord? Voilà les 3 paramètres possibles pour identifier ou vérifier que les classes sont séparables, elles sont distinctes les unes des autres, elles ne se changent pas. La distance euclidienne est un paramètre à bannir. Vous avez les 3 paramètres qui existent, mais celui qu'il ne faut surtout pas utiliser, c'est la distance euclidienne. Pourquoi? Parce que la distance euclidienne permet de dire si 2 classes ne sont pas séparées. Mais elle ne peut pas dire si elles sont séparées. Qu'est-ce que j'entends par là? Vous calculez le facteur de séparabilité. Si la distance entre 2 classes, que j'appelle DE, si la distance entre 2 classes est égale à 0, ça veut dire quoi? Si la distance entre 2 classes est nulle, ça veut dire quoi? Donc, elles ne sont pas séparables. À la rigueur, on dirait que c'est la même chose. OK? Donc, si la distance est nulle, je peux dire que les 2 classes-là ne sont pas séparables. Mais à partir de quelle valeur elles sont séparables? À partir des 100, des 1000, des 1, des 2. Question phare. C'est ça le pied boiteux de la distance. Il permet de dire si 2 classes ne sont pas séparables, mais il ne permet pas de dire si 2 classes sont séparables. Parce qu'il n'a pas de valeur limite ou de seuil pour dire à partir de cette valeur-là, elles sont séparables. C'est pour ça que c'est un paramètre qu'il ne faut surtout pas utiliser pour calculer la séparabilité des classes. La divergence transformée, elle est sa formule. Et des choses comme ça. Et des trucs qu'on ne va pas vous demander. Je ne vais pas vous demander. Parce que moi-même, j'évite même de retenir ça. La formule générale, là, c'est 2 facteurs de 1 moins exponentielle. Voilà. Ce qui est important dans cette formule-là, c'est que la divergence transformée varie entre 0 et 2. 0, comme dans distance euclidienne, veut dire que les classes sont pas séparées. 2 veut dire que les classes sont parfaitement séparées. OK? Donc, divergence transformée, c'est un paramètre qui est conseillé, qui est pertinent, qui est judicieux pour pouvoir évaluer la séparabilité de 2 classes. Puisque je sais quand est-ce que ce n'est pas séparable et quand est-ce que c'est parfaitement séparable. Donc, quand ça vaut 0, les classes ne sont pas séparables et quand c'est 2, elles sont parfaitement séparées. Il y a une chose que je demande aux étudiants chaque année et qui ne me font pas, c'est de me stratifier la valeur de la divergence. C'est-à-dire 0 pas séparable, 2 parfaitement séparable. Mais entre 0 et 2 là, à partir de quel moment je peux dire que c'est quand même, c'est moyennement séparable? Qu'est-ce que j'en sais? Vous avez dit, faites les recherches et chaque année je dis ça, personne ne me donne. Je vous laisse. Je dis d'évaluer, entre 0, ce n'est pas séparable, 2, c'est séparable, d'accord? Mais dans l'intervalle là, à partir de quand je peux dire c'est quand même séparable? Est-ce que c'est, vous dites c'est 1, est-ce que c'est vraiment 1? Je pose la question parce que vous allez voir tout à l'heure, je vais vous donner un paramètre. Et lui, là, je vais vous donner la bonne évolution.
en telle valeur, c'est moyennement tant. Enfin, c'est pauvrement tant. C'est extrêmement tant. Je vais vous donner un autre paramètre où là, je vous les stratifie. Et c'est comme ça, je voudrais que vous le stratifiez. En telle valeur, ce n'est pas séparable. En telle valeur, c'est moyennement séparable. C'est très séparable. C'est parfaitement séparable. C'est ce que je veux que vous trouviez. D'accord? Autre paramètre qui est aussi bon, c'est la distance de Jeffreys Matsushita. Parce que vous voyez que la formule ressemble à la formule de la divergence transformée, là, de 1 moins exponentielle de quelque chose. Et lui aussi, il est compris entre 0 et 2. Donc, 0, ça veut dire que les classes ne sont pas séparables. Et 2, elles sont parfaitement séparables. Okay? Donc, vraiment, si vous devez évaluer la séparabilité des classes, c'est soit Jeffreys Matsushita, soit sur divergence transformée. C'est les deux trucs. Il ne faut pas prendre sur puissance euclidienne. Il n'est pas bon. Hein? Tant que c'est 0, oui, c'est bon. Mais quand ce n'est pas 0, on ne peut pas évaluer. Okay? Pour améliorer la séparabilité, on en a choisi. Si vous vous rendez compte que des classes ne sont pas séparables ou faiblement séparables, c'est deux choses l'une. Soit vous refaites, soit les sites d'entraînement que vous avez choisis ne sont pas bons, donc il faut rechoisir les sites d'entraînement. Soit les classes qu'ils trouvent qui ne sont pas séparables sont effectivement pas séparables. Elles représentent la même chose. Donc, il faut les mettre ensemble, ces cycles les mettre ensemble et ne créer qu'une seule classe pour ces cycles. J'aimerais savoir si à partir des éléments de vérifier si les classes sont séparables ou pas. Est-ce qu'elle peut nous permettre de faire la distinction entre des entités? Je par exemple, ça peut nous permettre de faire la distinction, par exemple, entre un plan d'eau et une progression. Mais oui, parce que si tu dis plan d'eau, tu vas choisir des sites d'entraînement dans ton plan d'eau. Tu dis végétation, tu vas prendre des sites d'entraînement dans la végétation. Les niveaux de gris vont être différents. C'est supposé être deux classes différentes. Les niveaux de gris vont être différents. Maintenant, si quand tu testes la séparabilité, là, ces deux classes ne sont pas séparables, de deux choses l'une. Soit ton eau, là, il y a par exemple de la végétation dessus que tu n'as pas vu, et puis tes sites d'entraînement que tu as pris reflètent de la végétation. Donc, est-ce qu'il faut vraiment faire? Donc, il faut rechoisir tes sites d'entraînement pour l'eau, ou alors tu phagocytes tout en végétation. Mais si tu es sûr, tu fais de la végétation dirigée, donc tu es sûr que ça, là, c'est plein d'eau. Donc, le conseil, c'est de rechoisir tes sites d'entraînement eau. Parce que ce que tu as pris là n'était pas bon, et c'est pour ça que c'est mélangé avec le. Donc, voilà par exemple, à l'issue d'une classification, les valeurs que ceux qui ont travaillé sur cette image, vous avez une, deux, trois, vous avez quatre classes. La classe désert, appelée désert, la classe nuage, la classe eau, et la classe désert 2. Et voilà les valeurs des distances distance euclidienne. Sur la diagonale principale, on a des zéros, c'est normal. Hein? Parce que désert avec désert, c'est forcément 0. Hein? Désert n'est pas séparable de désert ou bien. Nuage avec nuage, c'est forcément 0. Hein? Ou avec eau, c'est 0. Donc, toutes les valeurs sur la diagonale principale, c'est normal que ce soit 0. Puis une classe est forcément confondue avec elle-même. Maintenant, ce sont les valeurs hors diagonale qu'il faut regarder. Cela, ça compare une classe avec une autre. Donc, par exemple, si je prends ici, je compare la classe désert et la classe nuage, j'ai 238 en distance euclidienne. Quand je compare le désert avec l'eau, j'ai 132. OK? Désert 1 et désert 2, j'ai 140. Mais dans ça, là, est-ce que désert 2 et eau, par exemple, c'est 25? Mais 25, là, ça veut dire que c'est séparable ou bien ce n'est pas séparable? 238, là, ça veut dire que c'est séparable ou bien ce n'est pas séparable? Les valeurs, là, ne me disent pas, est-ce que c'est grand ou c'est petit? Je ne sais pas. 0, moi, je sais. Ce n'est pas séparable. Mais 25, là, je sais, c'est pas grand, c'est vrai. Mais parce que ce n'est pas grand, est-ce que ça veut dire que ce n'est pas séparable? 200, là,
est-ce que ça veut dire que c'est bon aussi? C'est douteux. Donc, évitez vraiment ce paramètre-là pour évaluer la séparabilité. Parce qu'il donne des valeurs qui ne représentent pas quelque chose, à part le 0. Et lui, je suis certain de la conclusion. Mais en dehors de ça, franchement dit, ça devient de la sorcellerie. L'attaque arrive. Une autre classification. Hein? Il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 classes. Il a appelé de 17 à 24. Donc, même chose. Sur la diagonale principale, je n'ai que des zéros. C'est normal. Maintenant, je vais regarder les éléments hors diagonale. Quand je compare la classe 17 avec la classe 18, j'ai 1,900. C'est carrément 2. Ou bien, c'est carrément 2. Donc, je peux dire, je peux affirmer que la classe 17 et la classe 18 sont parfaitement séparables. Le parfait, même le net le plus parfait, même c'est entre 23 et 18. Parce que vous voyez, lui, c'est 2, 0, 0. Donc, je suis sûr que 18 et 23 sont des oui. Par rapport au initial, La distance. Non, la distance. La distance, ok. Comparé à la convergence, on a 0, on a 200, on a 40 ou 120. Pouvons pas nous parler de séparabilité par rapport à la grandeur que nous avons. Quelle grandeur? On a 200. On fait le tableau précédent par exemple. On a 200, on a 40, on a 0. 0 est la valeur qui nous dit que les classes ne sont pas séparées. Et après calcul, on a 200. Et l'une des plus grandes valeurs dans notre tableau après calcul. Si on ne pas la logique dans la vie, quand même 0, 200, quand même, il y a une plus grande distance. On ne peut pas dire que c'est séparé. Je ne dis pas que ce n'est pas grand. Mais est-ce que ça veut dire que c'est séparable? Ça peut être grand, mais ça peut être. Peut-être qu'il faut que ça atteigne 1000 pour que ça soit séparable. Qu'est-ce que j'en sais? Voilà, je n'ai pas de. Comme il dit, c'est le bon terme, je n'ai pas de balise. Qu'est-ce qui me dit qu'à partir de cette valeur-là, c'est séparable? La valeur est grande, mais elle me dit, ça ne me dit rien. Quand je n'ai pas d'indice, c'est-à-dire, quand on dit tu as la fièvre, là, on sait que c'est à partir de 38, non? Tu as la fièvre, on sait que c'est à partir de 38. Quand on met des thermomètres là, on regarde. Mais si je n'ai pas de balise, peut-être même tu vas avoir 50, pourquoi que 50 est qu'on est. Franchement, on est carbonisé. Mais là, tu vas avoir 50, mais je n'ai pas de choses, d'échelle de valeur pour savoir ton 50, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est trop, est-ce que ce n'est pas assez. Je peux ne pas m'inquiéter parce que je n'ai pas d'intervalle de valeur pour pouvoir évaluer. Hein? C'est comme un étudiant, tu dis il a 20. Si c'est dans notre système, là, il sera heureux ou bien. Mais c'est un système anglais, c'est sur 100. Son 20, il est sûr que c'est bon. Voilà. Je dis tu as 20, mais je ne sais pas sur quoi. Donc, un Africain, un Français, oui, il est heureux. Mais un Américain, ah non, c'est bullshit. C'est pas bon. Parce que lui, c'est sur 100. Donc, 20, là, il n'a même pas la moyenne. Donc, il faut qu'on te dise l'échelle de valeur pour que tu puisses évaluer. Mais on ne te dit pas, tu vas forcément prendre la mauvaise décision. OK? Alors que là, par exemple, je sais, 2, je sais que c'est séparable. 1,99, je sais que c'est séparable. Celui qui peut être douteux, c'est celui-là. Pour ça, je vous dis, cherchez-moi. Est-ce que celui-là, c'est moyennement, par exemple, séparable, donc je peux considérer que, bon, ça va, ou bien si ce n'est pas séparable, cherchez-moi l'échelle de valeur de l'année 20. Donc, le seul qui peut me poser problème, c'est celui-là, ou celui-là, 1,61. D'accord? Donc là, je peux faire une conclusion. Mais l'autre, là, franchement, je ne peux rien comprendre. Donc, classification dirigée paramétrique, ça dit que paramétrique, ça veut dire qu'on suppose une distribution statistique particulière des niveaux de grille d'entraînement. Donc là, on dit la distribution des niveaux de grille pour chaque classe d'entraînement doit suivre une loi normale. Okay? C'est le principe même de la classification dirigée paramétrique.
Il est donc nécessaire de sélectionner un grand nombre de pixels et une population homogène pour vérifier cette normalité. Bon, déjà, le grand nombre, on a déjà géré à faire de nombre là, mais on est limité non seulement en fonction de l'image qu'on a, et le nombreux là aussi, il est relatif dépendamment des différentes classes qu'on a sur notre image. Donc, celui qui est à la base de ce type de classification, ça va être Bayes. Et cette classification, on appelle la classification par maximum de vraisemblance. C'est-à-dire, un pixel va être attribué à une classe, mais va appartenir à une classe si sa probabilité a priori d'appartenir à cette classe est la plus grande. On calcule la probabilité pour toutes les classes, et celle qui est la plus grande, dans cette classe-là que ce pixel-là va appartenir. Oui. On a la séparabilité de la divergence transformée en disposition en théorie. Mais ça va aussi si partage charia et la distance partage charia fait la même chose. Oui, mais la charia, c'est en théorie. Donc, regardons par exemple là. On a deux pics. Okay. Ici, on a les niveaux de gris, en abscisse, et en ordonnée, on a la densité de probabilité. Je prends par exemple le pixel. Je prends X1. Ok. Je prends X1. Niveau de gris, la valeur X1. Ce pixel-là a plus de chances d'appartenir à quel? Oui. Je pense que service a plus de chances d'appartenir à la classe. Pourquoi? Parce que, à cause du pic, la dimension projectrice, bien sûr, la densité de probabilité. X1. D'accord? On voit tous X1 ici. OK? Là, on a la densité de probabilité. Pour la classe 1, voilà notre ciel. Pour la classe 2, voilà notre ciel. Okay? Donc, comme dit votre ami, on va tracer la droite qui passe par X1 et qui va couper nos deux courbes de probabilité. Et donc, je trace une verticale qui passe par X1 et qui va couper ma classe W1 et ma classe W2. D'accord? Il coupe ici ma courbe de W2. X1 coupe ici ma courbe de W1. W2 plutôt. Tout le monde voit ici. Et il coupe ici ma courbe de W2. W1 plutôt, excusez. D'accord? Donc, je vais tirer sur l'axe des ordonnées la valeur de la densité de probabilité. Si je tire ici, là, j'aurai une certaine valeur. Si je tire ici, j'aurai une certaine valeur. Entre ces deux-là, qui est le plus grand? C'est celui-là. Donc, X1 a plus de probabilité d'appartenir à W1 qu'à W2. Parce que sa densité de probabilité est plus. Voilà. Maintenant, si je prends X2, même chose, je trace la verticale qui passe par X2, les deux points. Donc, j'ai cette valeur-là en densité de probabilité pour W1 et j'ai cette valeur-là de densité de probabilité pour W2. Donc, je vois que ma valeur ici est plus grande que ma valeur ici. Donc, il a plus de probabilité d'appartenir. Il a plus de probabilité d'appartenir à la classe 2 qu'à la classe 1. D'accord? C'est comme ça on fait. Donc, Bayes, fondamentalement, on vous donne les différentes formules pour comprendre
Mais ce qui est important, vous n'aurez pas ce calcul-là à faire dans la mesure où c'est implémenté déjà dans la machine. Vous n'aurez qu'à choisir maximum de vraisemblance, il va faire le calcul. Mais il faut comprendre sur quoi c'est basé. Donc, on vous dit PC, donc la probabilité a priori que le pixel X appartienne à la classe C1 est égal à la probabilité d'avoir la classe CI. Si j'ai le pixel, la probabilité de la classe divisée par la probabilité du nombre de pixels. Et pour la probabilité des pixels, on vous dit, pour le trouver, il faut faire par rapport aussi d'entraînement le nombre de pixels ayant cette valeur par rapport au nombre de pixels total sur le niveau. Donc, un pixel appartient à une classe si sa probabilité est la plus grande par rapport à cette classe. OK. Ce qui peut poser problème, c'est ça. Vous pouvez être amené à avoir un pixel qui a un niveau de gris tel qu'il y a équiprobabilité de classe. Hein? Parce que quand je prends ici, c'est la même valeur de probabilité d'appartenir à D1 et à D2. Donc, pourquoi on dirait qu'il appartient à D1 plutôt qu'à D2 ou à D2 plutôt qu'à D1? Donc, quand c'est comme ça, dans l'implémentation du logiciel, ils ont ce qu'ils appellent une fonction discriminante, où la fonction discriminante va permettre de faire ce choix, hein, statistiquement aussi. Toujours des calculs statistiques. Donc, il y a un autre calcul statistique supplémentaire qui est fait, de sorte à pouvoir réattribuer ce pixel-là à l'une ou l'autre. Mais sachez qu'il peut y avoir des cas litigieux. Mais la machine le gère. Même chose aussi, ici, il y a ce qu'ils appellent les classes de rejet, et où la probabilité est très, très faible. Non seulement il n'y a qu'une probabilité, mais la probabilité est très faible. Donc souvent, soit il ne classifie pas ces pixels-là, soit même chose, il passe par la fonction. Ce qui est intéressant et qui est important lorsque vous faites une classification, c'est de prier pour que vous tombiez sur une image qui est le maximum, qui est quand même au moins 3 canaux. Parce que plus de canaux vous avez, meilleure la classification sera. Parce que les niveaux de gris, suivant les zones spectrales, ne seront pas les mêmes. Hein? On a vu tout à l'heure le spectre de réfléchissance digitale. Vous avez vu que dans le vert, les niveaux de gris ne sont pas les mêmes que dans le rouge ou dans l'infrarouge. OK? Donc, les points dans l'infrarouge ne sont pas au même endroit que dans le vert ou que dans le rouge. Donc, les pixels là vont mieux se discriminer les uns des autres, plus vous aurez de place. Alors que si vous en avez deux, par exemple, deux pixels peuvent être superposés parce que vous n'avez que deux classes. Mais quand vous allez avoir une troisième classe, ça va faire que un va shifter parce que sur cette bande spectrale-là, il se comporte différemment. Donc, on arrive à le différencier d'un autre pixel. Donc, le plus de canaux vous aurez, le meilleur sera votre différenciation des pixels, donc votre classification. Donc, une image panchromatique, par exemple, sera plus difficile à classifier qu'une image multispectrale. Donc là, les sites d'entraînement qu'ils ont pris, et voilà, ils ont fait leur classification par maximum de vraisemblance. Voilà l'image qu'ils ont tirée. Le dommage, ce n'est pas l'image originale. Ça aurait été intéressant de voir l'image originale pour voir si la classif qu'on obtenait ressemblait à l'image originale. Je vais arrêter pour relancer.